Bonjour, voici la capsule vidéo numéro 1 du cours 1 de Chim 111 consacrée au niveau d'énergie dans l'atome d'hydrogène. Nous avons vu qu'un atome d'hydrogène peut émettre de la lumière ou diverses radiations dans le visible ou dans des radiations non visibles. Ici, une série très connue est l'émission d'une radiation dans l'ultraviolet à 410 nanomètres, et puis la couleur violette à 434 nanomètres, la couleur bleue à 486 et la couleur rouge à 656 nanomètres. La conséquence de cette observation, c'est qu'on se rend compte qu'un atome d'hydrogène ne peut pas émettre n'importe quelle énergie, il émet des énergies qui sont quantifiées. Et donc, cette quantification, c'est une perte d'énergie qui est bien précise, qui correspond à effectivement une variation, qu'on notera delta E, le signe delta signifiant variation, entre un état initial, haut en énergie, on va dire, et un état final plus bas en énergie, donc le E initial moins le E final étant une valeur d'énergie perdue. Comment cette énergie perdue est-elle liée à la couleur de la radiation? Eh bien, elle est liée à la longueur d'onde par la formule delta E égale H fois C divisé par lambda, qui est la longueur d'onde en mètres. C étant la célérité de la lumière en mètres par seconde, et H la constante de Planck en joules seconde. Ce qui nous donne pour la perte d'énergie, la variation d'énergie, une variation d'énergie en joules, notée J. Cette émission d'énergie, c'est une énergie qui est donc perdue. Qu'est-ce que ça a comme conséquence par rapport à la position de l'électron vis-à-vis du noyau? Alors, on peut prendre l'exemple de l'atome de bord avec une certaine position de l'électron par rapport au noyau central. Ici, par analogie, le personnage qui veut rapprocher la barque de lui-même va effectivement forcer, il va perdre un certain nombre d'énergie, il va perdre des forces pour raccourcir la distance entre lui et la barque. De cette même façon, l'électron, lorsqu'il va se rapprocher du noyau, eh bien, ça se traduit par une perte d'énergie globale de l'atome. Et donc, on va pouvoir localiser l'électron dans l'atome grâce à sa position énergétique. Donc, si l'électron se rapproche du noyau, eh bien, il va perdre effectivement une énergie quantifiée. Il ne pourra pas perdre une énergie indéfiniment. Il arrivera un moment où il sera dans un état qui sera le plus bas en énergie possible, qui correspond donc à l'état le plus près du noyau, qui est celui-ci, près avec un S, excusez-moi, le plus près du noyau, et avec d'autres états fondamentaux, avec d'autres états énergétiques, mais qui sont avec des valeurs discrètes, c'est-à-dire que entre ce niveau numéro 2 et ce niveau numéro 1, eh bien, tout cet espace-là, énergétique, est un espace qui est impossible pour l'électron, puisque on a constaté que toutes les couleurs n'étaient pas émises lors de la perte d'énergie. Donc cette quantification va amener les scientifiques à définir la position de l'électron dans un diagramme énergétique. On a vu en seconde que ces couches différentes de positions possibles pour l'électron peuvent s'appeler les couches K, L, M, etc. etc. On verra à partir de maintenant qu'on appellera ces couches plutôt des niveaux, niveau 1, niveau 2, etc. Jusqu'à une position ultime qui est une position à l'infini, ici, de l'électron, qui correspondra à une perte. L'électron sort, lorsqu'il arrive à l'infini, il sort de l'atome, et donc il ne sera plus porté par aucune couche. Ça correspond à l'état d'ionisation. À ce moment-là, H devient H+, puisque l'électron est parti. Sinon, eh bien, l'électron peut occuper toutes les couches de K jusqu'à des niveaux très très élevés. Ces niveaux-là, donc, le premier d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le niveau fondamental. Donc voilà, lorsque l'électron représenté par une flèche est au plus bas en énergie, il est au plus près du noyau, et il occupe donc ce qu'on appelle l'état fondamental. On dit que l'atome d'hydrogène est à l'état fondamental. Ces énergies dans le diagramme énergétique seront données en électronvolts. Pour des raisons de commodité, on verra que la formule qui donne les valeurs des énergies de tous les niveaux est beaucoup plus pratique en électronvolts. La conversion électronvolt-joule étant nécessaire si on veut calculer les longueurs d'onde, par exemple, eh bien, cette conversion est faite de la façon suivante. 1 électronvolt, c'est tout simplement 1,6 10 puissance moins 19 joules.
on reconnaît 1,6 puissance moins 19, c'est le même chiffre que la charge élémentaire. Donc les couches K, L, M correspondent à niveau 1, niveau 2, niveau 3. Qu'est-ce que l'électron peut faire? Il peut ne pas être forcément dans l'état fondamental et donc faire des transitions électroniques à l'intérieur des différentes couches. Par exemple, une transition d'un électron qui serait dans le niveau 3, couche M, et qui reviendrait, par exemple, donc, sur un niveau fondamental, sur le niveau fondamental, qui est la couche K. En faisant ceci, évidemment, l'atome perd de l'énergie. Donc il y aura émission d'une radiation lumineuse, dans le visible ou pas, ça c'est à calculer, qui, vu la perte d'énergie, effectivement, sera de longueur d'onde que j'ai appelée ici lambda 3,1, c'est-à-dire la longueur d'onde émise lorsque l'électron descend du niveau 3 au niveau 1. Et le calcul, effectivement, permettra de savoir quelle est la valeur éventuellement de lambda 3,1 si on connaît les valeurs des énergies. Donc c'est là qu'on en arrive maintenant, effectivement, c'est que les valeurs des énergies en électronvolts peuvent être données par une formule qui ne dépend que de ce qu'on appellera petit n, le nombre quantique principal. Ce nombre quantique principal, il quantifie l'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène. Et uniquement pour l'atome d'hydrogène, on a une formule très très simple, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle-ci. L'énergie du niveau n est égale à moins 13,6 sur n au carré, le tout en électronvolts. Donc voilà, calculer par exemple l'énergie pour n égale 1, si on fait l'application numérique, E1 vaut moins 13,6 divisé par 1 au carré, c'est-à-dire moins 13,6 électronvolts, qu'on trouve ici. Et puis, etc. Ici, E2 vaut moins 13,6 sur 2 au carré, ce qui fait 4. Et si on fait le calcul, on retrouve le moins 3,4 électronvolts. Donc on note que toutes ces énergies sont négatives, bien sûr, puisque ce sont des énergies d'attraction. Une énergie d'attraction est une énergie négative, c'est elle qu'il faut compenser pour arracher l'électron et l'amener à zéro. Si on avait, par exemple, à transformer H en H+, pour amener l'électron à l'infini, effectivement, ça veut dire l'amener hors de l'atome, hors de l'attraction du noyau, et donc l'amener à une énergie nulle. Voilà pour l'utilisation de cette formule. Bien sûr, pour remonter à des valeurs de transition électronique, il faudra envisager de changer d'unité et de passer en joules. La question que je vous pose maintenant, en application de ce qu'on vient de voir, c'est donc d'envisager une transition du niveau 3 vers le niveau 2, qui s'accompagnera donc nécessairement lorsque l'électron redescend ici d'une perte d'énergie. Cette perte d'énergie va s'accompagner donc delta E, qui va voir une émission de radiation lumineuse vers l'extérieur. Et cette radiation lumineuse, comme on l'a vu tout à l'heure, ça sera HC sur, la perte d'énergie sera HC sur lambda 3,2 cette fois-ci. Voilà le delta E qui sera perdu. Avec ces données-là, je vous demande de réfléchir et de faire le calcul. Est-ce que la radiation sera une radiation comprise entre 400 et 720 nanomètres? C'est-à-dire, est-ce que ça sera une radiation visible? Une fois que vous aurez fait le calcul et vous aurez bien réfléchi à tout ça, vous pouvez répondre à la question sur le test 1 sur l'espace Moodle EAD Sciences. Voilà, merci, bon courage.